Donc la connexion, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu effectivement initier cet événement accompagné de Christophe Baïs, qui connaît très très bien le monde de l'entreprise, le pourquoi les gens se lèvent le matin, qu'est-ce qui pourrait motiver les salariés à être plus investis, plus productifs au travail. Donc, j'ai trouvé que la complémentarité entre moi et Christophe était excellente. Moi qui connais les besoins et les problématiques des dirigeants d'entreprise, et Christophe qui connaît très très bien le monde du salariat et les besoins et les motivations du salariat. Donc, je vais introduire l'événement. Je vais laisser la parole juste après à Christophe, qui pourra effectivement vous montrer deux, trois statistiques et de vous donner son angle de vue sur la situation. Donc, comment je vais introduire cette intervention? C'est très simple, en faisant une petite parallèle très rapide sur comment l'entreprise se développait il y a 10 ans en arrière et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et vous allez pouvoir constater qu'il y a des changements à faire, que ceux qui sont encore dans le style d'entreprise d'il y a 10 ans ne pourront pas survivre en 2021. Donc, c'est très simple. En 10 ans, qu'est-ce qu'on avait? On avait un employé qui échangeait son temps contre une rémunération, un employeur qui demandait à ce que l'argent qu'il avait investi dans l'employé était amorti avec des heures de travail et de l'efficacité. On atteignait des clients via un prospectus dans la boîte aux lettres, du téléphone, du porte-à-porte, des choses assez, on va dire, traditionnelles, la télé, la radio, la presse. On avait effectivement un client qui cherchait un bon produit d'une bonne marque au meilleur prix et le salarié était très satisfait de la situation. Du moment que le salarié avait un bon salaire, des bons congés et qu'on on lui demandait pas trop de choses le week-end et pendant ses congés, il était assez épanoui. Et le dirigeant, du moment que l'employé faisait ses horaires de travail, était à l'heure et ne venait pas donner son opinion ou son avis sur la situation, le dirigeant était très content aussi. Donc, c'est vrai que si on prend les années 2000-2010, c'était le rendement optimum du développement classique de l'entreprise où le salarié et le dirigeant s'entendaient très, très bien. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, ce système qui fonctionnait assez bien il y a 10 ans en arrière ne fonctionne plus aujourd'hui? La digitalisation, bien évidemment, aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, on a la numérisation, l'automatisation. Le chef d'entreprise, il y a 10 ans en arrière, s'il avait un besoin, il recrutait. Aujourd'hui, un chef d'entreprise qui a un besoin, il a diverses solutions qui se portent à lui. Donc, la dépendance au salariat n'est plus le cas aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 10 ans en arrière. Ça, c'est déjà un premier point. Euh, les générations ont changé. On voit effectivement que les moins de 30 ans ne sont plus du tout dans cette philosophie, cette optique de dire du moment qu'on me rémunère pour les heures que j'effectue, moi, je suis effectivement satisfait. Ce système-là commence effectivement à s'essouffler un petit peu. Il y a le coronavirus aujourd'hui qui montre que le présentiel n'est pas forcément facultatif, que si un employé est efficace et productif, il peut l'être aussi bien au travail qu'à la maison. C'est un raisonnement qu'il y a 10 ans en arrière, on n'avait pas. Et on a aujourd'hui les clients qui sont beaucoup plus regardants sur l'entreprise, ses fondations, qui est le fondateur, quelle est l'éthique de l'entreprise, chose qu'il y a 10 ans en arrière, ce n'était pas le cas non plus. Donc, ma petite introduction, avant de laisser la parole à Christophe pour s'introduire également, c'est de dire que voilà, il y a 10 ans, le dirigeant et le salarié avaient trouvé un très bon équilibre de collaboration. Les clients, du moment qu'on leur donnait un bon prix et un produit de qualité, étaient très contents également. Et le marché se développait comme ça. De temps en temps, un produit innovant sortait, il faisait son boom et ensuite faisait son business plan sur 5 ans. Ça fonctionnait très bien aussi. Donc, chacun d'entre vous peut très vite constater que ce qui marchait il y a 10 ans ne marche plus aujourd'hui. Donc, la question qu'on doit tous se poser aujourd'hui, quel est le bon équilibre à trouver maintenant dans le monde de l'entreprise? Et c'est là où je vais donner un petit peu la parole à Christophe pour nous donner un petit peu son angle de vue sur les problématiques et les besoins de cette nouvelle année qui débute pour nous tous.
Merci Nizar pour ton introduction. Donc, toujours un plaisir de collaborer avec toi et de pouvoir m'exprimer en fait sur ce sujet de la motivation, qui est quelque chose qui m'est vraiment cher, à vrai dire. Je vais vous parler de la motivation en fait et puis de la gestion émotionnelle parce que j'ai juste un retour dans mon micro, donc je vais juste l'enlever comme ça. Ouais, ce que j'aimerais vous parler, c'est en fait de cette motivation aujourd'hui qui, au travail, hein, qui est véritablement quelque chose d'un petit peu devenu dramatique, hein, puisque aujourd'hui, eh bien, c'est un petit peu le radeau de la méduse hein, sur le plan du business, du travail. Et eh bien, peut-être la question que j'ai à poser aux gens, si vous êtes manager ou employé, peu importe finalement, mais c'est de vous dire, OK, sur ce radeau-là, dans votre entreprise, où est-ce que vous vous situeriez? Je pense que c'est une bonne question à se poser en préambule. Et puis, j'aimerais vous donner deux, trois chiffres pour qu'on soit un petit peu sur la même longueur d'onde. Et effectivement, eh bien, en termes de, je vous ai mis une courbe là de motivation par rapport aux revenus. Euh, pour, en fait, sur cette courbe, sur la courbe rouge, donc, on a vu, c'est donc la productivité des entreprises depuis 1947 à 2010, hein, où on voit qu'en fait les entreprises ont progressé en termes de productivité de manière linéaire. Et puis, là où il y a eu une cassure, en fait, en termes de motivation, eh bien, c'est avec le revenu qui n'a pas suivi hein, à partir des années 73, où il y a eu le premier choc pétrolier, puis après il y a eu une réorganisation des bourses avec l'avènement de l'informatique qui est rentré aussi en 1971. C'est donc l'invention d'Intel du microprocesseur. Donc ça a véritablement changé la donne. Et eh bien, les revenus moyens horaires n'ont pas suivi. Et puis, ben, les gens ont compris que d'un coup, ils n'étaient plus invités à la fête, il n'y avait plus de gâteau pour eux. Et puis que quelque part, à partir de 1980, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une décorrélation en fait entre la motivation et le revenu. Donc ça, c'est un premier constat qu'on peut faire. Et on voit que hein, jusqu'en 2010, et puis je pense que la courbe se poursuit encore, les entreprises gagnent beaucoup plus d'argent. Et puis, eh ben, il y a carrément une cassure maintenant vers la baisse avec une disparition de la classe moyenne. Et ça, je pense que ça impacte un petit peu un grand nombre de personnes dans les entreprises. Une autre statistique que j'aimerais vous donner, c'est que dans les entreprises, on a trois catégories de personnes. Il y a des gens qui sont engagés, il y a des désengagés, il y a des activement désengagés. Les engagés sont ces gens qui sont investis de leur mission, hein, qui ont pris à leur compte en fait le travail, qui tirent en fait la charrue, hein, qui sont des rois de la performance, qui ont vraiment à cœur de faire du bon boulot. Les désengagés sont des gens qui sont ni pour ni contre, bien au contraire. Hein, il est urgent de ne rien entreprendre. On a surtout, on met pas de cœur dans son travail. On vient là un petit peu en mode automatique, un petit peu en mode somnambule. Et puis on a encore des activement désengagés. Ce sont des gens qui sont même fâchés en fait hein, contre l'entreprise, qui estiment que l'entreprise ne répond pas à leurs besoins et qui vont saboter le bon travail qui a été fait par d'autres, qui vont arriver avec du négativisme dans l'entreprise et ça a vraiment des conséquences. Alors quand on regarde cette courbe mondiale, on voit qu'on a 15% d'engagés, 61% de désengagés et puis 18% qui sont activement désengagés. En Europe de l'Ouest, c'est encore pire, hein, puisqu'on a seulement 10% de personnes qui sont engagées contre 90% finalement de personnes qui sont soit désengagées, soit activement désengagées. Donc ça fait quelque chose d'assez impressionnant hein, pour se rendre un petit peu compte de ça. Et puis pour vous donner encore un autre chiffre, hein, si vous êtes manager, eh bien, qui va sans doute vous intéresser, c'est que le return on investment sur des employés engagés est de 120%, c'est-à-dire qu'on va avoir un gain d'un franc 20 par franc investi, alors qu'il n'est que de 60% pour les désengagés, c'est-à-dire que l'employé désengagé va coûter 40 centimes au lieu de rapporter quelque chose à l'entreprise. Et là, on ne parle pas encore des activement désengagés qui, eux, vont véritablement plomber les chiffres et puis faire en sorte que ça se passe plutôt mal. Autre chiffre que j'aimerais vous donner, c'est celui de cet article de Harvard Business Review que j'ai publié sur un post cette semaine dans mon fil LinkedIn que vous pourrez retrouver sans problème, qui fait état en fait d'une étude aux États-Unis où plus de 50% de la population, en fait, ils ont conduit une étude sur plusieurs années dans tout le pays, dans toutes les classes socio-professionnelles, avec des jeunes, des vieux, des concierges jusqu'au CEO, et plus de 50% des personnes, en fait, sont aujourd'hui aspirent à faire quelque chose de radicalement différent dans leur activité. Alors, je trouve que ce chiffre est assez symbolique. Hein. Ça veut dire qu'il y a quand même un échec aujourd'hui dans ce que les sociétés ou les entreprises sont capables de proposer finalement aux employés, puisque les gens n'aspirent pas finalement à changer simplement une banque contre une autre, ou bien de faire un job administratif contre un autre, mais il y a vraiment cette volonté de faire quelque chose de radicalement différent, de se réorienter, de changer de carrière. Et je pense que ce chiffre est vrai aux États-Unis et qu'il est sans doute vrai aussi en Europe.
En Suisse, pour parler de plus proche de nous, c'est pas mieux, hein, puisque vous êtes tous et toutes sans doute au courant des chiffres qui sont chaque année publiés dans le Job Stress Index, hein, cette publication qui est effectuée par Promotion Santé Suisse. Depuis 2014, eh bien, les chiffres sont de pire en pire. Cette année, les chiffres sont sortis au mois de septembre pour 2020. On est à 30% d'employés qui sont dans cette zone critique, hein. Ce sont des gens qui sont épuisés émotionnellement, qui se disent épuisés émotionnellement, c'est donc des candidats au burn-out, hein, à la maladie, dans ce qu'on appelle les risques psychosociaux, hein. C'est aussi un de mes deuxièmes violons dingues, hein, cette prévention des risques psychosociaux en entreprise. Risques psychosociaux, c'est toutes ces maladies liées au stress. Ça va des troubles musculo-squelettiques aux troubles gastro-intestinaux, à la perte de sommeil, au stress, à l'anxiété. Puis dans sa forme la plus grave, eh bien, on va avoir des dépressions, des burn-out. Et aujourd'hui, eh bien, je pense que dans vos entreprises, où on connaît toutes et tous des personnes qui sont aujourd'hui dans cette situation. On a 45% de personnes qui sont dans la zone sensible. C'est pratiquement la moitié des employés, c'est-à-dire qu'ils ont l'eau qui se trouve juste sous le nez, hein, ils peuvent basculer et se noyer, hein, dans cette zone rouge, ou au contraire eh bien, rejoindre les heureux élus de la zone verte qui ne sont que 25%, hein. C'est un employé sur 4 seulement qui se dit satisfait aujourd'hui. 45% eh bien, sont des gens qui ont à peine suffisamment les ressources suffisantes par rapport aux contraintes qui leur sont imposées. Et puis, comme je le disais, on a seulement un employé sur 4 qui se dit satisfait, c'est-à-dire qu'il y a suffisamment de ressources par rapport à ces contraintes. Alors, c'est un constat dramatique parce qu'il a un coût en termes de perte de performance aujourd'hui dans les entreprises. Promotion Santé Suisse, pour sa part, évalue la perte de performance à 7 milliards 600 millions. On a pris 2 milliards depuis la dernière édition, hein, et puis le SECO évalue cette perte de productivité à 10 milliards quant à lui. Alors ça fait quelque chose d'absolument énorme. C'est véritablement quelque chose dont je pense que nos entreprises doivent aujourd'hui prendre conscience et puis changer ce cercle vicieux qui est en train de s'amorcer, un petit peu comme une boule de neige, hein, où c'est en train de prendre de plus en plus de rapidité et de personnes qui lâchent la rampe, hein. 30%, c'est le chiffre qui correspond aussi du reste aux gens qui ont besoin d'une béquille chimique pour continuer à continuer. Donc, je pense qu'il y a un véritable problème aujourd'hui dans les entreprises. Alors, quand on a dit ça, quelles sont les causes, hein? Je vous ai mis une petite photo pour les gens qui aiment la danse. J'aime dire qu'il faut être deux pour danser le tango, hein. C'est qu'il y a une responsabilité qui est, à mon avis, bipartite, hein. Il y a d'abord la responsabilité de l'entreprise, hein, du management, de la hiérarchie, parce que c'est quand même elle qui fixe les règles du jeu. Donc aujourd'hui, les gens ont compris que le plan de la boîte à papa, avec je rentre dans une boîte, je me laisse glisser sur les rails jusqu'à arriver à la retraite, eh bien, c'était quelque chose qui était fini. Aujourd'hui, on peut être l'employee of the month aujourd'hui et puis être viré le lendemain. Donc, les gens ont compris ça. C'est un problème parce que l'un des besoins psychologiques fondamentaux de l'être humain, c'est la sécurité, un besoin de sécurité, sécurité professionnelle, sécurité financière, et qu'aujourd'hui, eh bien, force est de constater qu'il y a une précarité de l'emploi qui est en cause. Management par la peur, donc diviser pour régner. Le management, très souvent, j'ai fait une étude en 2018 que j'ai publiée dans l'AGFI, que vous pourrez retrouver si jamais ça vous intéresse, où effectivement, eh bien, l'une des choses qui est très souvent reprochée au management, c'est le manque de capacité relationnelle du management, hein. Du reste, les gens ne quittent pas souvent une entreprise, mais quittent un mauvais manager. Donc, je pense qu'une des questions à se poser quand on est manager, c'est se dire, est-ce que j'aimerais avoir un manager comme moi? Et je pense que se poser la question, c'est déjà un bon départ. Si la réponse est oui, alors surtout ne changez rien. Puis si la réponse est non, dit OK, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Parce que quelque part, eh bien, il y a une responsabilité, comme je disais, de chacune et chacun, hein. Il faut être deux pour danser le tango. Et quelle est ma responsabilité dans ce qui arrive aujourd'hui? Est-ce que je suis uniquement en tant que manager une courroie de transmission qui transmet les ordres de personnes qui sont un petit peu dans leur tour d'ivoire puis qui sont complètement décorrélées de ce qui se passe en bas et de la situation des gens? Je pense que c'est une vraie question à se poser aujourd'hui dans le management. Et puis, responsabilité des employés aussi, parce que aujourd'hui, avec ce management par la peur, eh bien, les gens n'osent plus se dire, n'osent plus arriver avec des idées créatives ou essayer de changer le schmilblick, faire avancer le schmilblick, parce qu'on a peur d'être mal jugé, parce qu'on a peur de dire les choses. Et si
si en tant qu'employé, eh bien, je ne viens pas dire ce que j'aimerais qu'il change, eh bien, fatalement, on peut pas changer. La hiérarchie ne peut pas le changer si elle n'en a pas conscience. Encore faut-il qu'il y ait une écoute. Les gens ont besoin d'être écoutés. Et bien, je pense que ça, ce sont tous des indicateurs pour pouvoir travailler dessus, pour booster cette motivation chez les employés. Alors, quand on a dit ça, j'aimerais pas ternir enfin, ce début d'année qui s'annonce sur les chapeaux de roue. Donc, c'est des solutions qui nous intéressent, je pense. C'est comment faire pour faire en sorte que tout le monde tire à la même corde, hein, qu'on arrive à regrouper les gens. Et bien dans l'entreprise aujourd'hui, je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est que quand on se met en entreprise, eh bien effectivement, c'est qu'on a des choses à partager. C'est ce qu'on appelle les valeurs. Les valeurs, ça ne doit pas être une charte qui est placardée derrière le bureau du chef, mais c'est quelque chose qui doit être incarné dans l'entreprise. Qu'est-ce qu'on a en commun? Qu'est-ce qu'on partage en commun? Pourquoi est-ce qu'on s'est réunis ensemble? Qu'est-ce qu'on veut faire tous ensemble pour pouvoir faire de belles choses, réaliser de belles choses? Il y a une question de sens, hein, à venir remettre, parce que sans sens, quand on n'a pas de sens dans son travail, eh bien, il n'y a pas de motivation, hein. Quand ce qu'on fait est insensé, eh bien, on n'a pas envie de le faire, tout simplement. Le sens, c'est ce qui donne une direction. Pour qui est-ce que l'entreprise existe? Pourquoi est-ce qu'elle existe? Quelle est la mission de l'entreprise? Ce sont effectivement des choses sur lesquelles il faut travailler. Et puis, ces choses vont s'articuler également avec du lien, hein. Il va falloir remettre du lien, réhumaniser la performance, parce qu'aujourd'hui, effectivement, eh bien, on est revenu à une époque qui était chère à Taylor, hein, dans les années 1920, où, avec une organisation scientifique du travail, hein, du reste, à ce propos, vous avez un très bon reportage de Cash Investigation sur la société Lidl que vous pouvez regarder si vous ne l'avez pas vu. C'est vraiment très instructif parce que, à mon sens, c'est vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire dans une entreprise. Comment voulez-vous que les gens puissent s'épanouir dans une entreprise où finalement vous avez l'impression d'être un hamster dans une roue, qu'on vous épuise que vous êtes corvéable à merci, qu'on vous épuise jusqu'à plus soif, puis que chez Lidl, par exemple, ils doivent porter entre 3 et 5 tonnes de matériel par jour. Le corps humain n'est bien sûr pas fait pour ça, donc les gens finissent par avoir des tendinites, mal au dos. Puis quand ils arrivent et puis ok, ben, j'ai un petit peu mal ici ou mal là, et bien on les vire parce qu'on se dit ah, tiens, ils vont tomber malades, puis on ne veut pas payer des gens malades. Donc du lien, donc une réhumanisation de la performance, ça me paraît essentiel. Cette capacité du manager qui doit aujourd'hui être un coach, qui doit avoir des soft skills pour lui permettre précisément de tirer le meilleur des gens, hein, de miser sur leur qualité plutôt que sur leur défaillance, et de l'ordre, de la loi aussi, hein. Donc les lois doivent être comprises par tous, elles doivent être simples. Quand il y a trop de lois, ça devient la prison. Quand il n'y a pas assez de lois, ça devient l'anarchie. Pour le lien, s'il y a trop de liens, on infantilise les gens, c'est pas ce qu'ils veulent. Et puis quand il n'y a pas de lien, eh bien, on se sent laissé pour compte, on se sent oublié, puis on n'y trouve pas son compte. C'est là qu'intervient l'intelligence émotionnelle, dont j'aimerais vous dire quelques mots à ce propos. Intelligence émotionnelle, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que derrière un comportement, il y a toujours un sentiment. Et là, je me permets de faire une pause et pour vous le répéter pour que ce soit bien clair entre nous. Derrière un comportement, il y a toujours un sentiment. Et comment est-ce que marche cette intelligence émotionnelle? C'est que on a un système de pensée, hein, avec des pensées qui sont de trois natures. Elles peuvent être neutres, bien entendu, mais ce n'est pas très intéressant. Elles peuvent être positives ou négatives. Et ce sont nos pensées qui vont in fine générer nos sentiments, ces sentiments qui, de nouveau, sont de nature positive ou négative. Et puis, en fonction de nos sentiments, eh bien, ça va générer nos comportements. Si je pense que mon chef est un âne ou qu'il ne me considère pas ou qu'il me traite mal, effectivement, mon sentiment ne va pas être positif et mon comportement, je ne vais pas avoir des comportements actifs, proactifs, créatifs, mais au contraire, je vais être dans le mode réactif, dans le mode attentif, passif. Je vais subir finalement mon quotidien et eh bien, c'est véritablement ça qui va créer la performance. Si ce que je mets, hein, les informaticiens le savent bien, on dit shit in, shit out. Si je mets des choses négatives en haut de la pyramide, eh bien, ce qui va sortir, ce qui va être généré, ça va être des choses négatives. Donc, c'est véritablement là-dessus qu'il faut travailler aujourd'hui dans l'entreprise, non pas de demain, mais l'entreprise d'aujourd'hui, parce que les gens ont des sentiments, ces sentiments vont générer leur comportement, et puis ben, après, on se retrouve avec, si on est sans cesse en frustration, bien, vous comprenez aisément que les choses se passent pas bien.
des comportements qui vont être positifs, hein, si je me sens bien dans l'entreprise, je me sens écouté, je me sens reconnu, je me sens considéré, donc j'ai envie de travailler, j'ai envie de tirer à la corde, j'ai envie de faire des belles choses avec mes collègues. Et puis, si mes sentiments sont négatifs, je me sens stressé, je suis anxieux, j'ai peur de perdre mon job, on ne m'écoute pas, on me charge la barque sans arrêt, etc., eh bien, je me retrouve dans le deuxième cas de figure avec ce monsieur qui se prend la tête et puis qui se dit je sens que je suis à deux doigts de craquer, et puis je vais aller voir mon médecin puis me mettre sur les plots. Une frustration, contrairement à beaucoup d'idées reçues, c'est pas quelque chose de négatif, c'est pas quelque chose qui doit être vu comme quelque chose de terrifiant ou d'horrible. Au contraire, c'est un message que quelque chose qui a un axe de progression dans l'entreprise, qu'on va pouvoir faire quelque chose, qu'on va pouvoir améliorer les choses. Et eh bien, c'est comme ça que je vois la chose, hein, c'est de venir prendre en compte ces frustrations, voir comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer ces choses de manière à ce que tout le monde puisse s'épanouir dans une entreprise qui fasse plaisir aux uns et aux autres. Et avant de vous quitter, peut-être la dernière question que j'ai pour vous, c'est celle-là, c'est dans quelle entreprise souhaiteriez-vous ou souhaitez-vous travailler? Est-ce qu'il s'agit d'une entreprise comme le Radeau de la Méduse, avec des modèles issus du passé, le management par la peur, divisé pour régner, et finalement sans considération, reconnaissance pour les gens, ou une entreprise comme un bateau de plaisance où il fait bon naviguer, et puis les gens s'entendent et qu'on arrive à faire de belles choses ensemble? Alors voilà ce que j'avais prévu pour vous. Merci, merci, merci. Euh, c'est bien, tu as bien initié ma conclusion. J'ai fait en sorte que ce soit assez court, hein, 30 minutes, parce que vous avez tous des obligations. Maintenant, qu'est-ce que moi je préconise? Très rapidement, c'est simple. J'ai fait un live qui disait qu'il y a des personnes qui ont la chance d'avoir eu des problèmes dans leur vie qui fait qu'ils ont abouti à des changements qui, sur le long terme, ont trouvé positifs. Ah, je pensais que c'était la fin de ma vie, mais finalement, je me rends compte qu'il y a des choses beaucoup plus positives qui arrivent dans ma vie. Eh bien, le coronavirus nous a tous donné cette opportunité. Un chef d'entreprise a vu sa boîte tomber ou devoir faire des changements. Les salariés se sont fait virer, ils se sont mis en télétravail. Donc, chacun à son niveau a dû faire des changements qui, sur le coup, a dû trouver peut-être négatifs, mais dans cette quête de solutions, on met en place des choses qui sont intéressantes, peut-être plus éthiques, peut-être plus productives, améliorer les process. Moi, j'ai des chefs d'entreprise qui me disent, bah, bizarrement, depuis qu'on est en télétravail, je trouve que l'entreprise est plus efficace, alors qu'il était totalement contre ce système de télétravail initialement. Donc, tout ça pour conclure que dans ce mauvais, il y a du bon, et dans ce bon, il y a énormément de changements positifs à apporter. Donc, pour conclure le monde de l'entreprise en 2021, je pense qu'il faut redéfinir le pourquoi. Redéfinir le pourquoi, c'est pourquoi initialement j'avais créé cette entreprise, pourquoi j'ai recruté telle personne, pourquoi j'ai en place ce style de management, pourquoi je communique avec mes clients de cette manière, pourquoi je continue à leur envoyer la facture par courrier? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Et une fois ce travail, pourquoi j'ai défini ces valeurs dans l'entreprise? Est-ce qu'il ne faudrait pas les redéfinir? Quelle image a mon entreprise? Etc. Vraiment ce travail d'introspection en tant que chef d'entreprise. Et une fois fait, si vous avez des salariés, parce que peut-être que vous êtes effectivement à votre compte et c'est cette relation avec les clients que vous devez avoir, mais si vous avez des salariés, allez vers eux et même question, pourquoi? Tu as sûrement eu d'autres opportunités à aller travailler ailleurs, mais tu es encore chez nous. Pourquoi? Parce que chez nous, tu penses que c'est plus sécure qu'ailleurs, parce que tu aimes le style de management, parce que tu aimes ce que l'on fait dans l'entreprise, et aller vraiment chercher le pourquoi. C'est ce que j'ai fait moi avec tous mes collaborateurs au sein du groupe Elan, et je passe énormément de temps là-dessus parce que je me dis, tu pourrais être ailleurs, pourquoi tu es ici? Ah bah parce que j'aime ce qu'on fait, j'aime nos produits, j'aime ton style de management, j'aime les ambitions des groupes, j'aime les valeurs de l'entreprise, j'arrive à visualiser le plan de carrière que je peux avoir au sein du groupe Elan. Tous ces arguments et qui finalement, quand je parle avec mes clients, dirigeants, je me dis, s'ils posent les mêmes questions à leurs salariés, je pense que la réponse ne va pas leur plaire. Bah parce que ça fait 10 ans que je suis là et que si je pars, j'aurai jamais un tel salaire ailleurs. Boum, voilà.
ce serait limite, parce que avec le coronavirus, ce serait instable pour moi d'aller ailleurs. Ah d'accord, ok. Donc je pense qu'il y a une majorité de dirigeants, s'ils se posaient vraiment cette question et qu'ils allaient la poser, ils seraient vraiment choqués par les réponses, mais il faut aller le faire. Donc pour conclure, moi je dirais qu'aujourd'hui, le monde de l'entreprise n'a plus rien à voir avec celui d'il y a 10 ans en arrière. Et moi, je considère le monde de l'entreprise comme le monde de sa propre famille. C'est-à-dire, les clients, il faut aller voir leurs besoins, il faut les satisfaire, il faut les rassurer, il faut communiquer avec eux. Les collaborateurs, pareil, il faut les estimer, aller voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Donc, cette relation qu'on a au sein d'une famille, d'aller voir comment va sa mère, sa sœur, son frère, son mari, etc., je pense qu'à l'échelle de l'entreprise, il faut de plus en plus commencer à la voir et aller chercher le besoin de ses salariés, les besoins de ses clients. Inutile d'investir des milliers et des milliers de francs dans de la publicité si derrière, effectivement, toutes ces questions-là n'ont pas été résolues parce que le client, au-delà du prix et de ce que vous allez lui apporter, il va chercher effectivement à connaître l'éthique de l'entreprise, l'image et sa réputation. Donc, faites ce travail pendant cette période un petit peu d'instabilité, dégagez une bonne image de votre entreprise, ayez des employés épanouis, investissez dans la digitalisation parce qu'il y a toujours des personnes qui résistent en disant non, non, je n'irai pas, ça fonctionne très bien comme ça pour moi et ça ne changera jamais. Donc, allez vers la digitalisation, allez vers le progrès et profitez de cette période 2021 instable pour améliorer le process, pour améliorer le recrutement, améliorer la relation avec vos clients et avec vos collaborateurs. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions en aval, j'ai envie de dire, avec Christophe et moi-même, via nos LinkedIn personnels ou via nos emails. Donc, tout le monde sait qu'on est extrêmement joignable. Si vous souhaitez organiser quelque chose sur le thème de l'entreprise ou du salariat, on est effectivement disponible. Et en tout cas, je pense qu'on arrive à la fin du call. Euh, euh, du coup, on va vous libérer. J'espère que vous avez trouvé des choses intéressantes. J'espère que tous vous êtes épanouis et heureux dans cette entame de l'année 2021. Et le point commun qu'on a avec Christophe et sur lequel effectivement on pense qu'il faut que tout le monde s'axe là-dessus, dirigeants et salariés en 2021, c'est répondre au pourquoi. Une fois que vous vous levez le matin en connaissant le pourquoi j'ai une entreprise, pourquoi je vais au travail, pourquoi je continue à faire ce que je fais, une fois que vous avez répondu à cette question, vous allez voir que quoi qu'il arrive, corona, pas corona, télétravail, pas télétravail, tout effectivement se mettra en place naturellement dans votre entreprise et dans votre vie professionnelle et personnelle. Voilà, on arrive à la fin de ce call. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à notre prochain call. Merci Christophe. Merci Nizar, impeccable, bonne soirée à tous et ben, à bientôt. Au revoir. Au revoir.